Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. On couple toujours des enjeux scientifiques très contemporains et des enjeux civilisationnels. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sérida Al-Iraqi. Bonjour. Bonjour. Sérida Al-Iraqi, on va avec vous explorer une belle frontière entre les sciences de l'économie et les mathématiques. Vous êtes d'abord un très grand mathématicien. Vous êtes spécialiste de ce que l'on appelle la théorie des jeux. Vous allez nous préciser cela dans un instant. Mais avant cela, votre petit parcours, oui. Je dis petit parce que véritablement il est impressionnant. C'est une façon de parler par antiphrase. Non, votre parcours, d'abord vos études secondaires, puis universitaires, vous les avez accomplies au Maroc. Oui. Dans quelle ville? D'abord à Meknès, où j'étais à Meknès, où j'étais à Imam al-Ghazali, où j'avais un professeur que j'adorais beaucoup. Très important, le déclic. Absolument, c'est un professeur qui m'a vraiment donné goût des mathématiques. Il m'a mis à part, il m'a donné des problèmes à part à résoudre, parce que j'étais tellement rapide que ça ne suivait pas. Avec lui, j'ai commencé à faire les Olympiades de mathématiques. Les Olympiades, c'est très important. C'est très, très important. C'est une fenêtre de mathématiques extraordinaire proposée aux élèves du lycée au Maroc. Absolument. Moi, c'est les mathématiques qui m'ont fait découvrir tout le reste. C'est là où j'ai rencontré des amis qui m'ont parlé de l'école polytechnique, qui m'ont parlé des classes préparatoires, qui m'ont un peu expliqué toutes les possibilités, les options que j'avais, que je ne pouvais pas soupçonner sans avoir fait ça, déjà. Et ça m'a permis aussi de découvrir que j'avais un niveau de mathématiques qui était peut-être au niveau international, chose que je ne savais pas. Après, j'ai découvert que Meknès envoyait les étudiants à Fès, Moulay Youssef, pour faire les classes préparatoires. Pour les classes préparatoires. Et Moulay Youssef refusait d'envoyer ses élèves à Casablanca, qui était la meilleure classe préparatoire à l'époque, à lycée Mohamed V. Du coup, j'ai fait un move stratégique, on va dire. Je suis parti faire mon baccalauréat à Casablanca. Pour pouvoir intégrer sur place. Exactement, pour pouvoir être à Casablanca, dans le centre de Mohamed V à Casablanca. Et donc j'étais à lycée Khawarizmi. Et après lycée Khawarizmi, j'ai fait lycée Mohamed V. De là-bas, j'ai passé les concours. Vous êtes un pur produit de l'enseignement public? Absolument. Moi, je viens d'une famille modeste, classe moyenne marocaine, même si j'ai un nom qui laisse présager le contraire. Donc moi, j'étais le plus pauvre des Laraki qui existait. Donc quand j'allais chez mes cousins qui étaient dans des grandes maisons et des villas et des palaces, on se moquait souvent de nous. Moi, je me rappelle même ma grand-mère, on était les derniers enfants à avoir des bijoux parce qu'on était de ceux de la famille qui étaient les moins wealthy, on va dire. Oui. Je me rappelle la première fois, j'ai rencontré une tante qui était très riche avec des enfants dans la mission française. Et j'avais 15 ans, je crois, 14 ans, 15 ans. Elle m'avait demandé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai dit, je veux faire l'école polytechnique. Et elle m'avait dit, parle d'abord bien français. J'avais pas un bon français à l'époque. Et j'ai dit... Elle se trompe complètement. Elle s'est trompée. J'ai appris très bien le français et j'ai fait l'école polytechnique. Bravo. Alors effectivement, les classes préparatoires à Casablanca vous ont mené à cette école prestigieuse, l'école polytechnique en France. Oui. Vous y avez, alors c'est une école comme son nom l'indique, polytechnique. Nous sommes ici, Université Mohamed VI Polytechnique. Polytechnique, toutes les techniques, toutes les sciences. C'est des écoles généralistes, c'est bien cela? Absolument. En fait, quand on rentre à l'école polytechnique, on fait les sciences humaines et sociales, on fait la peinture, on a des cours en mécanique quantique, en chimie, en biologie. En fait, j'avais un parcours riche dans toutes les sciences, y compris les sciences humaines et sociales, les langues. Donc, on attend de vous que vous ayez un déclic pour une activité plus spécifique, une recherche plus spécifique, ou bien on sort généraliste? Il n'y a pas de... En fait, l'objectif, c'est d'ouvrir sur toutes les sciences et laisser le déclic, comme vous venez de le dire, se faire. Et vous l'avez eu quand précisément pour la théorie des jeux? La théorie des jeux, c'est venu un peu plus tard, quand j'ai fait... Après l'école polytechnique, il fallait faire un choix sur quoi faire après. À mon époque, la plupart, 90 à 15% des étudiants faisaient une école d'ingénieur
en plus de l'école polytechnique. Donc ça s'appelait souvent, une école oui. d'application. Oui. Les mines de Paris, les ponts et chaussées, centrales. Maintenant, ça a changé depuis. Donc, et très peu choisissaient le parcours de la recherche scientifique. Oui. Moi, j'ai toujours aimé les mathématiques, j'ai toujours aimé la recherche scientifique. Et je me suis dit, je ne pourrais pas partir, aller travailler comme ce que semblent faire tous les gens qui ont fait l'école polytechnique après, sans avoir essayé de faire de la recherche et faire de la créativité, inventer quelque chose. Je voulais inventer quelque chose. Quand j'étais petit, d'ailleurs, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand j'avais 5-6 ans, je répondais, je voulais travailler à la NASA. C'est bien. C'est vraiment ce que je répondais. Mais c'est très important d'avoir ces rêves-là. Ouais. Il faut le dire à nos jeunes aujourd'hui. C'était mon rêve à l'époque. C'est très important, Mais c'est très important. J'ai pas fini par travailler pour la NASA. Oui, mais vous n'êtes pas loin. Mais je voulais faire, au moins laisser pour voir est-ce que j'étais capable de faire quelque chose. Donc j'ai choisi de faire ce qui s'appelait à l'époque un DEA, diplôme d'études approfondies. Voilà, Maintenant, ça s'appelle master recherche. Donc voilà, donc à mon époque, tout le monde, tous ceux de Polytechnique de ma génération voulaient faire le master de finance d'El Karoui. Parce qu'avec ça, ils deviennent quant, ils deviennent trader, gagner plein d'argent. C'est le monde des finances. C'était le monde de la finance, c'était le monde qui attirait le plus de monde à l'époque. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. À l'époque, c'était la finance. Parce que c'est des salaires qui dépassent l'imagination. C'est cela. Donc, c'est des millions d'euros par an de salaire. Donc c'est clairement, ça faisait rêver tout le monde, quelles que soient les nationalités, en particulier les Marocains. Donc, beaucoup de Marocains de ma génération, ils sont allés faire de la finance. Moi, ça ne m'intéressait pas quand j'ai vu Les mathématiques, toujours orienté mathématiques. Moi, j'ai choisi de faire un master qui était un peu plus... qui m'a beaucoup intéressé, le titre, qui s'appelait Optimisation, jeu et modélisation en économie. Donc, il y avait 4 parcours dedans. Optimisation discrète, recherche opérationnelle. J'aimais beaucoup la recherche opérationnelle. C'est ça qui m'a attiré d'abord vers ce master. L'optimisation continue, et c'est tous les algorithmes qui maintenant sont devenus très importants en machine learning. Donc ça, c'était des algorithmes qui sont connus depuis 50, 60 ans, mais sauf qu'il n'y avait pas les données pour les analyser. Maintenant qu'on a les données, c'est les mêmes algorithmes, marchent très très bien. Après, il y avait les cours de théorie des jeux, et il y avait des cours en économie. Donc c'était vraiment très multidisciplinaire, ça couvrait beaucoup de choses, et donc ça me donnait l'option de choisir après le master ce que je veux faire comme doctorat. Il se trouve que l'école polytechnique, ils vous donnaient des bourses de doctorat. On n'était pas nombreux à choisir ce parcours, on était une quarantaine de la promotion. En fait, il y avait 400 Français admis et on était une vingtaine d'étrangers à l'époque. Maintenant, une centaine d'étrangers à l'école polytechnique. À l'époque, on était une vingtaine, il y avait 5 Marocains. 3 sont venus de mon lycée Mohamed V et 2 sont venus de Paris, un de Saint-Louis et une de Louis-le-Grand. Donc, il y avait une Marocaine dans ma promotion. Donc voilà, après avoir fait ce master, vous êtes engagé maintenant véritablement dans cette théorie des jeux pour faire votre doctorat. Oui. Il faut maintenant, peut-être pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, donner quelques indications sur ce que l'on appelle la théorie des jeux. On joue à quoi? À quoi joue-t-on dans cette théorie qui est quand même, comme vous l'avez dit, très structurée mathématiquement. Absolument. Par des algorithmes. Ouais. Donc ce n'est pas un jeu d'enfant. Non. La théorie des jeux, je vais tracer les origines peut-être à Cournot. Donc Cournot, c'était un grand économiste français qui a essayé d'analyser la compétition entre 2 entreprises qui doivent produire des quantités. Donc si chacune s'ils produisent trop de quantités, le prix va être très bas et les 2 vont perdre. Donc chacune doit anticiper la production de la concurrente pour choisir sa quantité et inversement, et donc ça s'équilibre. Ça s'équilibre vers ce qu'on appelle le duopole de Cournot. Donc c'est un modèle très fondamental, même maintenant, et qui est enseigné. Donc il faut absolument de la coopération entre les 2 joueurs, si je puis dire, entre les 2 entrepreneurs. Il y a c'est la compétition d'abord, parce que je vais faire une meilleure réponse à ce que fait l'autre. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent apparaître. Par exemple, on peut essayer d'avoir une plus grosse part de marché. Pour cela, on devrait peut-être essayer donc il y a quand même
c'est pas aussi simple. On pourrait évidemment faire une entente avec l'autre et coopérer, mais est-ce que la coopération va tenir? Par exemple, on regarde l'OPEP. L'OPEP, c'est un ensemble de pays qui ont décidé ensemble de réduire ou augmenter la production de pétrole pour essayer de maximiser leurs bénéfices. C'est cela. Des fois, ça marche à peu près. Ça marche. Au début, on pensait que ça allait pas marcher. Ça a marché. Et donc ça a marché parce qu'ils ont ils ont quand même un intérêt commun à ce que ça marche. Donc ils rentrent tout à fait dans le périmètre des études qui sont menées dans cette discipline dite de théorie des jeux. Absolument. C'est une des plus grandes applications de la théorie des jeux, c'est l'étude des oligopolies. Et donc, à partir de Cournot, Bertrand, évidemment, John Nash, qui a eu le prix Nobel, connu pour le film Beautiful Mind. Donc, il a défini l'équilibre stratégique. Et depuis, ça a été beaucoup appliqué en économie. Plus récemment, ça commence, donc, sciences sociales, sciences politiques. Sciences politiques, la compétition entre des partis politiques, entre des États. Oui, vous avez beaucoup travaillé sur le vote majoritaire. Peut-être c'est le moment d'en donner une petite indication. Ouais, ça, c'est une autre application très importante de la théorie des jeux qui s'appelle Mechanic Design. C'est inventer les règles du jeu pour que tout se passe correctement. Dans une élection. Donc, en particulier les élections. Donc, moi, j'ai travaillé. Donc, ça, c'était après mon doctorat. Donc, j'ai fait mon doctorat sur les jeux stochastiques. C'est un domaine des mathématiques assez spécifique, très, très fascinant. Et j'ai commencé à travailler sur le vote seulement après mon entrée au CNRS. En 2001, je suis entré au CNRS. 2002. Centre national de la recherche scientifique, centre prestigieux en France. Absolument. Effectivement. Donc ça, c'était c'est l'endroit où je suis rentré juste après mon doctorat. Et j'étais rentré dans un laboratoire qui avait un grand spécialiste du vote, qui s'appelle Michel Balinski, un grand mathématicien, qui a fait sa thèse à Princeton, avec John Nash, le même directeur de thèse que John Nash qui a eu le prix Nobel, avec Lloyd Shapley qui a eu le prix Nobel, avec David Gale qui aurait pu avoir le prix Nobel. Vous étiez bien entouré. J'étais très bien entouré, donc ça c'est la chance. Dans la vie, il faut avoir de la chance. Oui. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur qui était un grand scientifique déjà. Il venait d'avoir sa retraite et moi, je venais de commencer ma carrière scientifique. Situation parfaite pour une transmission. Exactement. Donc lui, il voulait bien finir, moi je voulais bien commencer. Et donc j'arrive, il me dit, voilà, est-ce que tu veux participer à une expérience pour tester un mode de scrutin qui s'appelait le vote par assentiment. Donc c'est un mode de scrutin où au lieu de choisir un candidat, l'électeur doit choisir autant de candidats qu'il veut. Il peut voter pour 2, 3, 4 candidats. Après, le candidat qui a le plus de voix, il gagne. Donc Michel Balinski, il aimait bien ce système de vote et donc on l'a testé lors de l'élection présidentielle de 2002 en France, dans laquelle il s'est passé un accident électoral que peut-être certains de téléspectateurs s'en rappellent. Donc il y avait 16 candidats à cette élection, 11 d'entre eux étaient des candidats de gauche. Parmi eux, il y avait un ancien Premier ministre, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, qui n'a pas été qualifié au second tour. Oui. Contrairement à ce que tout le monde s'attendait. Oui. Il a eu 5 ans de chef, il a été 5 ans Premier ministre, en faisant réduire les déficits, en faisant gagner la France sur plusieurs domaines, et il se trouve éliminé. Il se trouve éliminé, ce qui est paradoxal. Complètement paradoxal. Complètement paradoxal. Donc la raison principale de son élimination, Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour avec 16%, 80 quelque chose. Voilà, Lionel Jospin 16%, voilà. quelques pourcentages de différence. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs de ses ministres qui sont allés contre lui. Le défier. Pas le défier, parce que l'idée c'était il y avait la gauche plurielle. Ils se sont dit on va aller séparément, on défend nos idées, après on va se rassembler, ce qui est tout à fait démocratique. Oui. Donc la démocratie, c'est la pluralité des expressions. Donc ils sont allés tout à fait normalement se faire la compétition. Sauf que le mode de scrutin est mauvais. Pourquoi? Parce qu'avec ce mode de scrutin, les gens qui aiment les Verts et des idées vertes, ils sont allés voter pour les Verts. Ceux qui aiment les communistes sont allés voter pour Robert qui était communiste. Madame Taubira, etc. Taubira. Donc les voix de gauche se sont dispersées sur les candidats de gauche. Voilà. Et c'est des voix qui ont manqué à Jospin pour aller au second tour. C'est cela. Le second tour, Jacques Chirac a écrasé Le Pen. Il a eu 82%. Contre 17%, ça montre bien que Le Pen, s'il avait été un sérieux candidat, il aurait quand même été à peu près à 50-50. Exact. Pas à ce score-là. Alors que tous les sondages... Pourquoi votre mentor
trouvé que c'était un mode d'élection pas satisfaisant formellement. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce type d'élection? Alors, ce qui ne va pas, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Arro. Donc, Arro, c'est un grand économiste du XXe siècle qui a eu le prix Nobel dans les années 70 pour 2 contributions qu'il a fait. L'un, c'était l'équilibre général qu'il a fait avec Gérard Debreu. L'autre, c'était avoir démontré, entre guillemets, il n'existe pas de bon système de vote. C'est-à-dire un système de vote dans lequel retirer ou rajouter un candidat mineur ne change pas le gagnant de l'élection. D'accord? Donc, ça s'appelle le paradoxe d'Arro. Il y a un autre paradoxe qui est très connu par le marquis de Condorcet, qui était académicien. Donc, il y a 200 ans en France, on a commencé à s'intéresser au système de vote avec le marquis de Condorcet, Jean-Charles de Borda. Tous les deux, ils ont proposé un système de vote. Ils ont fait des calculs mathématiques pour essayer de trouver le meilleur système de vote. Il n'y en a pas. Chacun défend son système. Condorcet dit c'est mon système le meilleur. Vous dites que Arro a montré qu'il n'y avait pas de bon système. Tout à fait. Donc Arro, il est revenu sur ça. Il a dit en fait, aucun système n'est bon parce qu'on ne pouvait pas échapper à mon paradoxe. Et donc le système que j'ai fait avec Michel Et le paradoxe, Bansky, et peut-être l'exprimer, c'est le moment de l'exprimer, c'est quoi? Ajouter et retirer un candidat mineur ne change pas le gagnant de l'élection. Ce qui est arrivé en 2002. Si on avait retiré Christiane Taubira ou si on avait retiré Jean-Pierre Chevènement de l'élection, qui avait eu 2% ou l'autre 5%, Jospin aurait eu leur voix. Il aurait été au second tour et il aurait pu gagner l'élection présidentielle. Mais ça n'a pas marché sous la forme de récupération de ces voix-là au moment de se représenter au deuxième tour. Parce que le système actuel ne demande pas aux électeurs leurs préférences. Il ne peut pas faire les calculs qu'ils auraient pour désigner le meilleur gagnant. Il leur demande seulement un vote, votre meilleur choix. Il leur demande pas le second meilleur choix, le troisième meilleur choix. Vous venez de prononcer un mot très important dans la théorie des jeux, c'est le classement des préférences, l'agrégation des préférences. Et pendant longtemps, on a considéré que c'était subjectif. Moi, je préfère plutôt ceci et vous préférez plutôt que cela. Alors qu'en réalité, l'analyse objective des préférences est un des remèdes peut-être à la situation déplorable de cette élection de 2002. Absolument. Donc avec Michel Bansky, on avait reçu un livre d'un amateur de vin très connu, Jacques Blouin, dans lequel ils ont inventé des procédures pour classer les vins. Les vins, c'est subjectif. Donc on a un jury qui s'occupe d'égoutter les vins et les classer. Et après, on a des médailles et tout ça. Et quand j'ai lu son livre, c'est là que j'ai découvert l'idée qui a abouti à notre livre avec Michel Bansky qui s'appelle Le jugement majoritaire, Majority Judgment, qu'on a publié à MIT Press 10 ans après. Donc en 2011, le livre est sorti. Donc on a passé 9 ans à écrire le livre. Et donc l'idée fondamentale... Dans la recherche, le temps de la recherche n'est pas le temps social, ni encore moins le temps politique. Et je le dis, il faut toujours laisser les chercheurs travailler. Leur temps de recherche ne doit pas être arrimé à des choix politiques directement, sinon il n'y aura plus de recherche. Absolument. Donc nous, on a travaillé pendant 9 ans, 9 ans voilà. à essayer à d'abord faire le design du système. Donc on a d'abord, la première chose qu'on a fait, c'est changer le paradigme. Avant, le paradigme de Arro, de Condorcet et de Borda, c'était les classements des préférences. Ils ont dit, pour résoudre le problème, on va demander à l'électeur de classer les candidats, le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Et à partir de là, on va agréger. Arro nous dit, ça marche pas. Si on fait comme ça ne pourra jamais marcher. Ça, c'est le théorème d'Arro. Donc, il faut commencer par l'agrégation des croyances ou des préférences. Nous, notre solution, c'était de dire, on va d'abord établir un langage commun. Pour que les électeurs s'expriment, on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de chaque candidat séparément dans une échelle de mesure qui pourrait être l'échelle excellent, très bien, bien, assez bien, ce qui ressemble un petit peu aux mentions de baccalauréat que les gens ont l'habitude d'utiliser pour juger. C'est rentré dans la culture commune. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle langage commun. On voit bien, on est sorti un petit peu du cadre des mathématiques. Déjà, en utilisant le terme langage commun, on est plus en linguistique, en philosophie, tout à fait, et moins en mathématiques. Oui. Donc la théorie du choix social ou du vote, c'est une théorie qui n'est pas seulement mathématique, qui est autre chose, beaucoup plus interdisciplinaire. Donc on était sorti de notre domaine de confort et on a commencé à lire qu'est-ce qu'ils font les patineurs,
qu'est-ce qu'ils font dans le vin, qu'est-ce qu'ils font dans la musique. Donc on a tout un chapitre dans notre livre où on décrit un petit peu l'histoire des évaluations à partir donc l'Empire chinois. On a étudié ce qui se faisait en Chine. Gaspard Monge qui commençait à faire les mentions A, B, C, D avec des lettres et puis des mentions. Et on a trouvé que l'histoire était déjà très riche avant nous sur évaluer. Et après on a essayé de trouver le bon système. Donc le bon système doit éviter le paradoxe d'Arrow, effectivement, mais aussi il doit résister au vote stratégique. Et c'est là où la théorie des jeux est importante. Donc on va pas Retour aux mathématiques. Voilà, donc on va pas faire la moyenne des notes numériques qu'on pourrait donner aux mentions. On va utiliser la médiane. Donc la médiane, c'est une fonction mathématique très connue pour ses stabilités en statistique, parce que la médiane, par exemple, le salaire médian au Maroc serait le salaire tel que la moitié des Français, ils ont ce salaire au plus. Et la moitié des Marocains, oui. ils ont ce salaire au plus, et la moitié des Marocains, ils ont ce salaire au moins. Oui. Si donc je prends, ça fait une ligne stable. Stable. Donc si maintenant je prends le plus riche des Marocains, et imaginons qu'il multiplie sa fortune par 10, ça va pas changer le salaire médian. Ça va changer le salaire moyen, mais ça va pas changer le salaire médian. Donc quelqu'un qui pense qu'un candidat doit avoir la mention assez bien et lui donne la mention très bien, si la médiane est assez bien, ça va pas changer la médiane. C'est cela le vote stratégique. C'est vers ça que c'était un des outils pour le vote stratégique. La théorie des jeux nous permet de classer les systèmes par rapport à leur résistance ou pas au vote stratégique et de construire le meilleur système, le plus résistant. Et donc nous, ce qu'on a fait, on a trouvé une formule qui classe les candidats après le vote, qui utilise la théorie des jeux et qui résiste au vote stratégique et qui est inspirée par cette idée de la médiane. C'est un peu plus compliqué que la médiane, mais voilà. Et donc tout notre livre, il cherche à démontrer pourquoi cette formule elle est bonne. Cette méthode de vote, elle a été après coup, donc utilisée quand même dans la pratique. Par exemple, elle est utilisée pour choisir le budget participatif à la ville de Paris. Elle a été utilisée lors des primaires populaires en France en 2022 pour désigner un candidat de gauche. 400 000 électeurs ont voté avec. Elle a été utilisée au Japon. D'ailleurs, notre livre est en train d'être traduit en japonais. Magnifique. Donc, ça s'est propagé et ça commence à intéresser le grand public. Donc, je résume. Théorie du choix social. Essayer finalement d'arriver à donner une rationalité aux choix que font individuellement les personnes, parce que finalement, quand on prend individuellement les choses, on est à un niveau d'invisibilité de quelque chose qui est significatif. Telle personne va vers là, une autre personne va vers un autre endroit, alors que là, précisément par cet outil, et je retiens cette question de la médiane stable, on arrive à donner une visibilité aux choix sociaux que font les individus, et notamment les choix importants comme des choix de société politique qui sont là. Alors, je parlais de l'agrégation des préférences et des croyances. À un certain moment, j'ai dit, elle est mise en premier. Vous m'avez dit, pas tout à fait. C'est cela? C'est-à-dire qu'elle fait démarrer complètement l'analyse mathématique du choix social ou elle est juste une composante? C'est une composante seulement. Ah, c'est une composante seulement. C'est une composante. D'abord, il faut trouver la bonne façon d'exprimer les opinions. Il se trouve que dans certains problèmes, c'est demander à chaque électeur ce qu'il pense de chaque candidat dans cette échelle. Dans le vin, c'est un peu plus compliqué. On va demander à chaque juge de donner ses opinions dans une échelle très bon, mauvais, pour le goût, pour l'odorat, donc pour chaque caractéristique du vin, il va s'exprimer et après, on va faire l'agrégation. Et après, il faut une méthode pour agréger. Et là, donc là, il y a une infinité de méthodes possibles. Quelle est la bonne méthode? Donc nous, il y a deux parties. La première partie est comment récolter les mentions. Oui. Donc nous, on dit il faut d'abord poser la bonne question. Ça, c'est important de poser la bonne question. Oui. Dans un cadre d'une élection politique, ça pourrait être pour présider la France, je juge en conscience que ce candidat serait très bien, assez bien. Donc ça, c'est comme ça qu'on a fait nos expériences électorales et qu'on a appliqué cette méthode en France. Mais pour d'autres problématiques, il faut poser la bonne question, trouver la bonne échelle.
Par exemple, si on veut donner un prix Nobel, on va essayer de trouver une échelle avec des termes beaucoup plus hauts que les termes utilisés C'est la pour le commun structuration des du mortels. problème posé. La structuration du problème posé et C'est vient important. avant l'agrégation des préférences. Vous m'avez répondu. Oui. L'émission va très très vite. C'est passionnant. Je voudrais, parce que votre profil est international, vous avez rapidement mentionné tout à l'heure la traduction de votre ouvrage en japonais, mais vous-même, vous avez été à Yale, à Liverpool, bien sûr en France, qui a été votre première base. Maintenant, vous avez rejoint l'UM6P, l'Université Mohammed VI Polytechnique, le site de Rabat. Je sais que vous y menez un travail extraordinaire de formation et d'encadrement des étudiants. Vos étudiants, comment ils entrent dans ce domaine de recherche que vous avez mis plus de 20 ans à construire? Donc, effectivement, après 30 ans d'exil, 20 ans au CNRS, j'ai rejoint l'université Mohammed VI Polytechnique qui ont cru en moi, qui m'ont contacté. Hicham El Habti, que je remercie, qui est venu 4 fois à Paris pour me convaincre. Connaissant son agenda, on peut juste saluer la performance et je suis flatté de ça. Donc, quand j'ai rejoint l'université pour créer un centre de recherche qui va s'appeler Moroccan Center for Game Theory. Donc, je suis là depuis 6 mois. J'ai déjà organisé des Game Theory Days, donc les journées de théorie des jeux, où on a invité 24 chercheurs internationaux de toute la planète, de Northwestern University, d'Oxford University, du CNRS, d'Italie, de plusieurs pays. Pour créer une atmosphère de recherche. Donc ces chercheurs sont venus il y a 3 semaines, ils étaient à Rabat. La moitié d'entre eux vont enseigner dans le PhD programme qui va commencer en octobre 2024. Il faut dire que cette université, je vais dire notre université, puisque moi-même j'y suis, c'est une université orientée recherche. Absolument. Donc il n'y a pas d'analogue au Maroc, je crois. Il y a d'excellents chercheurs au Maroc dans d'autres universités, dans les écoles d'ingénieurs. On ne va pas diminuer leurs valeurs. Ils sont absolument fondamentaux. Et c'est des gens avec qui nous allons travailler et qui vont être nos partenaires parce que leurs étudiants dans les écoles d'ingénieurs, Mohammedia, Hassania, sont ce appelés sera nos à futurs faire étudiants qui vont venir faire le doctorat. Exactement. Donc je voulais réunir les deux côtés dans cette première conférence. Un côté qui sont tous les professeurs qui vont intervenir chez nous, qui vont nous aider dans le PhD programme, qui vont enseigner, et ça va démarrer en 2024, dans les différents domaines de la théorie des jeux, computational social choice, algorithmic game theory, avec tout ce qui est enchères, mechanical design. Vous avez dit tout à l'heure qu'on s'oriente de plus en plus vers un paradigme qui est l'intelligence artificielle, donc elle devient aussi un de vos éléments intégrés. Je ne vais pas faire toute l'intelligence artificielle, je vais faire tout ce qui concerne interaction entre algorithmes. C'est cela. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Moi, la théorie des jeux, c'est l'interaction stratégique entre plusieurs... C'est pas la constitution d'un algorithme, c'est... Aussi. Parce que si je fais des variations entre les algorithmes et je mets plusieurs agents utilisant des algorithmes différents, ensemble, ça fait un système dynamique. Donc moi, je vais m'occuper de la partie mathématique, d'analyser ce système. Un côté multi-agent. Où est-ce que ça converge? Multi-agent. Donc c'est apprentissage multi-agent. Et après, on va dire, voilà le meilleur algorithme qu'on doit mettre pour que si on les met ensemble, ils vont coopérer, par exemple. D'accord? Donc, on arrive au mot coopération. Donc la coopération, par exemple, quand on programme plusieurs d'une façon décentralisée une blockchain. Donc la blockchain, c'est ce qui se fait de mieux maintenant en théorie des jeux en termes d'application. En langage commun, une blockchain. Une blockchain, c'est par exemple Ethereum, Bitcoin. Vous avez entendu parler de la Bitcoin? Oui, la monnaie. C'est des milliards. Oui, la monnaie virtuelle. Milliards. Des milliards. C'est un marché qui vaut des milliards. La même chose pour Ethereum. Donc chacun d'entre eux. Pour eux? Hein? Vous avez dit l'autre exemple, pardon? Ethereum. Ethereum. C'est les deux plus grosses blockchains existantes. D'accord. Ethereum, ça consiste en quoi? Donc chacun d'entre eux, donc l'un, ça s'appelle Proof of Work, l'autre, ça s'appelle Proof of Stake. Les deux sont des blockchains. Donc c'est quoi une blockchain? Une blockchain, c'est il y a la banque centrale qu'on connaît qui tient un compte. Chaque personne, combien il a sur son compte, chaque banque. Donc un livre comptable centralisé. Une blockchain tel que Bitcoin ou Ethereum, c'est un livre comptable décentralisé. D'accord? Donc chaque ordinateur, un ordinateur dans la planète, il a chez lui
le compte, un compte public, et tous les ordinateurs qui sont connectés entre eux, qui forment un réseau, ils doivent avoir le même livre, les transactions dans le même ordre. Telle personne a vendu à telle personne à telle heure quelque chose. Et l'autre a acheté, le compte de lui est ça, le compte de lui est ça. Vous imaginez que si j'inverse 2 transactions, ça inverse complètement tout. Ah oui. Donc il faut que ce soit exactement le même livre. Okay. Donc il faut des règles. Comment faire ça? Comment faire en sorte que toutes ces choses-là soient synchronisées et donc il y a un algorithme qui va leur permettre de synchroniser. Donc vous avez répondu à ma question, non pas seulement une coopération des algorithmes, mais une constitution aussi des algorithmes dans cette théorie des jeux. Dernièrement, et on va terminer là-dessus, vraiment l'émission se termine, vous avez participé à la Semaine de la Science à l'Université Mohammed VI, vous avez fait venir de grands chercheurs qui collaborent avec vous. Quel enseignement vous en tirez de cette présentation commune de vos travaux? Bah déjà, donc c'était des travaux. Donc là, le thème cette année, c'est transition. Donc j'ai voulu inviter des chercheurs qui étaient un petit peu liés à cette thématique-là et qui font Evolutionary Game Theory, la théorie des jeux évolutionnaires. Eux, ils s'intéressent comment on converge, comment on apprend l'équilibre. Donc, ils s'intéressent aux mécanismes derrière qui permettent à une société d'apprendre à coopérer et le comprendre. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est un problème qui se pose en biologie. Oui. Comment les animaux apprennent à coopérer. Il se pose dans les sociétés humaines. Il se pose aussi en intelligence artificielle, comment faire en sorte que des algorithmes arrivent à coopérer. Donc c'est le même problème qui est commun à plusieurs. Mais c'est un problème passionnant parce que souvent on se concentre sur les résultats d'une coopération et là vous les prenez en amont. Comment arrive-t-on à établir une coopération? Absolument. Nous sommes obligés de nous arrêter là-dessus. Merci beaucoup Cyril El Erraqi pour votre passionnant sujet, nouveau, important, et on ne peut que saluer le choix que vous avez fait de rejoindre ce pays pour apporter toute une structuration de la recherche autour de la théorie des jeux. Merci beaucoup. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour votre écoute et je vous dis bien évidemment à une prochaine fois. Au revoir.